Oh, voilà, on va accepter. Bon, du coup, on va commencer et peut-être d'autres personnes vont arriver. Donc moi, je suis très contente que vous êtes là à ce webinaire. Nous allons passer un petit temps ensemble. Je prévois une heure de ce webinaire, plus des questions, si vous avez des questions. Est-ce que vous pouvez me dire déjà dans le chat d'où vous venez, dans quelle ville vous êtes, comment allez-vous ce soir? Moi, je suis à Bordeaux, il fait pas très beau, mais je vais très bien. Donc, du coup, voilà, je sais qu'il y a des personnes qui sont pas forcément que en France. Donc, si vous pouvez noter votre ville, c'est toujours sympathique de savoir, voilà, d'où où vous êtes aujourd'hui. Alors, c'est mon premier webinaire sur ces sujets d'une série de trois que je vais vous proposer. Je fais d'autres webinaires sur des thèmes bien précis. Je travaillais beaucoup sur des questions de burn-out et sur tout ce qui est mindset. Mais là, sur ces thèmes-là, c'est un petit peu nouveau. Donc ça me fait plaisir que vous êtes là. Et alors, je vois que dans le chat, il y a des personnes qui sont donc, il y a Pascal, oui, que je vois là. Elle est de Caen, j'habite Antibes, il fait très beau. Ouais, très bien, Sylvie. Ah oui, en plus, on le voit. Et donc, c'est très, très bien. Voilà, donc encore un petit peu d'été. Et donc, mon intention pour ce webinaire, pour ce soir, c'est que ce webinaire, il est inspirant pour vous, pour moi, pour nous, en tout cas, pour nous tous. Et si vous êtes là, ça veut dire qu'il y a sûrement quelque chose dans cette rencontre qui va sûrement résonner en vous, qui va vous parler. Donc c'est bien que vous êtes là, ça veut dire que ça devait s'est passé comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Je vais vous donner les trois pas concrets pour transformer la situation des blocages et des pertes que dès aujourd'hui. Et je vais vous aussi vous parler pourquoi finalement je propose ce sujet-là, des blocages, des pertes. Et on va découvrir des trois pas vraiment des clés essentielles et concrets pour avancer. Donc, premier pas, ça sera vraiment comprendre pour mieux agir les étapes clés d'un processus de perte et comment identifier là où je me trouve. Vous allez voir qu'il y a certaines étapes qu'on peut passer, qu'on peut revenir. Et ensuite, on va parler beaucoup des croyances et de la notion de subconscient. Pourquoi? Parce que c'est souvent dans le subconscient qui se cachent les blocages les plus profonds qu'on ne connaît pas forcément parce que comme ils sont enfuis, on ne le sait pas. Et finalement, comment on change ses croyances? Souvent, ces croyances qui nous embêtent, c'est aussi en lien avec l'impact émotionnel fort qu'on a connu. Et cet impact fort fait que ces pensées deviennent des croyances. Parce qu'en fin de compte, voilà, les croyances, c'est des pensées qu'on se répète souvent, régulièrement, et ça devient du coup une croyance. Donc finalement, j'entends souvent une phrase du type je reçois dans la vie ce que je crois. Et pour moi, il y a quand même quelque chose de vrai parce que finalement, on reçoit tout ce qu'on croit. Donc la question des croyances. Donc on va voir comment on peut travailler à ce niveau de subconscient avec ces informations, ces croyances, avec un outil qui va permettre de faire un petit pas vers le changement. Moi, j'appelle cet outil la méthode 3-6-9. Et effectivement, comment enregistrer finalement une nouvelle information soutenante qui va nous renforcer finalement et pas desservir finalement. Bien sûr, si il y a des choses après à
préciser ou si vous souhaitez partager ces croyances avec moi pour voir si vous avez bien travaillé sur ces côtés-là. Vous pouvez aussi me contacter après le webinaire. Je regarderai avec plaisir tous vos messages s'il faut des précisions par rapport à ces exercices-là. Et on va renforcer ce travail de subconscient avec l'ancrage de cette nouvelle information sous-tendante par l'EFT, Emotional Freedom Technique. En français, c'est le tapping. C'est une méthode moi, que j'utilise depuis maintenant 5 ans. L'intérêt de cette méthode, c'est que c'est un outil qui agit sur le côté émotionnel, mais aussi sur le corps. C'est le tapping, le EFT, c'est vraiment un outil psychocorporel. Et ce qui est intéressant, c'est ce côté corps qu'on pourrait peut-être calmer. Vous allez voir, voilà, dans quelle situation on peut utiliser le tapping. Donc, c'est toujours très intéressant de, voilà, de faire ces deux démarches au niveau du subconscient et du EFT. Donc, les bonus, c'est donc un enregistrement de ce webinaire que vous allez recevoir après ce webinaire et toutes les autres personnes qui se sont inscrites. Et deuxième bonus, aujourd'hui, je vais vous aussi envoyer dans le chat un lien sous une forme d'un PDF. C'est un outil qui vous permet de faire un point exact par rapport à ce que vous pensez, ce que je ressens au niveau émotionnel et comment il est aujourd'hui mon corps, parce que le corps, vous allez voir, il nous parle. Donc vraiment, voilà, qu'est-ce qu'il nous dit ce corps? Donc c'est un outil qui nous permet de faire ça. Et par rapport à la situation d'aujourd'hui, de cette situation des blocages ou des pertes. Et à la fin, je répondrai à vos questions si vous avez des questions par rapport à ce qu'on va faire ensemble. Je vois d'autres personnes qui arrivent. Donc, je demandais si vous pouvez noter dans le chat de quelle ville vous venez, c'est toujours très sympa. Et comment vous allez aujourd'hui, parce que nous, on va très bien pour la plupart des personnes. Donc, on continue. Dans tout ce que je vais présenter, on va toujours garder à l'esprit l'alignement entre ce que je pense, ce que je ressens et ce que je fais. Qu'est-ce qui fait mon corps? L'alignement. Souvent, je trouve que c'est un mot qui est un peu, on le met à tous les sens. Et finalement, je trouve que la question d'alignement, c'est assez vrai par rapport à quelles sont mes pensées, quelles sont mes émotions et qu'est-ce qui dit mon corps et quelle action je fais. Donc, ce que je pense, ça veut dire quelles sont les pensées qui reviennent tout le temps par rapport à la situation que je vis aujourd'hui. Nos émotions, ça va être quelles sont les émotions les plus fortes qui vont revenir tous les jours, qui vont tourner, retourner, et qu'est-ce qui nous dit notre corps et quelle action je fais. Par moment, on ne fait pas d'action parce qu'on est vraiment tellement bloqué qu'on est vraiment dans cette situation un peu de blocage. Mais du coup, notre corps, il peut nous parler. J'ai des personnes qui vont me parler des angoisses, des boules au ventre, à la gorge, problème de sommeil. C'est finalement ce corps qui nous parle. Et donc, alignement, ça va être vraiment la recherche qu'on soit en équilibre en ce que je pense, ce que je ressens et ce qui dit mon corps. Et bien évidemment, dans la situation des blocages, de perte, il y a souvent un impact émotionnel fort qui va déséquilibrer un de ces trois niveaux, voire deux. Et là, il faut travailler vraiment comment on aligne ces trois parties. J'ai des personnes qui j'entends souvent qui me disent je suis complètement perdue, je ne sais pas quoi faire. Voilà, donc il y a tous ces petits signaux qu'on va essayer de détecter pour voir sur quel niveau il faut qu'on se concentre et quel outil utiliser pour un de ces trois niveaux. Voilà, donc ça, on est sur la partie d'introduction. Je vois d'autres personnes qui arrivent. Je vois des personnes que je connais. Je vois Hugues, bonjour. Je vois Florian aussi, que je connais. Donc voilà, ça me fait plaisir que vous êtes là. Voilà. Et donc là, on était sur la partie d'introduction et on va vraiment maintenant aller dans le vif des sujets.
Et donc, je vais peut-être me présenter en quelques mots pour ceux qui ne me connaissent pas du tout, parce que je crois qu'il y a des personnes aussi qui ne me connaissent pas. Donc, Johanna, donc, depuis 17 ans, j'accompagne des personnes et des équipes à différents niveaux. Moi, j'étais conseillère à l'emploi, j'étais formatrice et j'étais aussi cadre dans le secteur médico-social et sanitaire. Je suis venue en France pour devenir professeur de français et aujourd'hui, et depuis 26 ans, je suis là à vous raconter cette histoire. Ça fait 26 ans que je suis donc en France. Vous imaginez bien que je ne suis pas devenue le prof de français en Pologne. Donc, je suis donc mariée avec mon mari, il est français, et j'ai deux enfants qui sont bilingues parce que voilà, qui vivent ici. Donc, c'était un petit peu à vous, à me présenter à vous. Bien évidemment, je fais d'autres formations, d'autres études après. Donc, moi, j'ai un master aux sciences cognitives et neurosciences. J'ai aussi un master aux sciences sociales et j'ai un certificat de cadre et des superviseurs en travail social, parce que vraiment, ça fait 17 ans que je travaille dans ce milieu médico-social. Je suis également thérapeute familiale. Et finalement, ce qui me manquait, c'était vraiment cette approche, cette certification dans le champ de développement personnel. Donc là, je suis certifiée par rapport aux méthodes comme Theta Healing, la méthode Silva. Et aussi, je suis master coach certifiée dans le champ de développement personnel. Pourquoi? Parce que je me suis aperçue que si on veut avancer en tant que personne, dans n'importe quel domaine, par exemple si on prend le travail, il faut aussi qu'on avance en tant que personne. Et je trouve que voilà, il faut qu'on avance sur un champ voilà, de profession. Je sens des personnes en burn-out et je trouve que euh, si on veut vraiment avancer dans ces questions-là, il faut aussi avancer en tant que personne. Du coup, je me suis intéressée à ce champ de développement personnel. Alors, comme beaucoup d'entre vous, j'ai connu des pertes importantes dans ma vie. J'ai connu aussi un burn-out, ou je dirais plutôt un burn-out. J'ai connu une perte d'amitié de 15 ans qui s'est terminée avec une manière inattendue. J'ai toujours pas compris, mais bon, là, ça va mieux. Mais c'est vrai que la personne a disparu au bout de 15 ans d'amitié, donc c'est une sorte de perte. Et j'ai connu quelque part aussi un départ de mon pays de naissance, hein, qui est aussi une forme de perte que j'ai dû digérer et transformer. Donc du coup, voilà, il y a toutes ces pertes plus ou moins importantes. Donc je comprends qu'on peut vivre des situations de pertes à différents niveaux et dans différents champs. En tout cas, toutes ces pertes ont deux points communs. Importance du temps et finalement des étapes psychologiques qui sont similaires aux étapes du deuil. Pourquoi je le sais en fin de compte? Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, moi aussi, à l'âge de 13 ans, j'ai perdu quelqu'un de cher, hein, c'était une personne très importante dans ma vie. Et à l'époque de cette perte, du coup physique, du deuil, j'étais pas du tout accompagnée par les adultes parce que eux-mêmes, ils étaient pris dans leur deuil. Donc, personne n'a s'occupé d'une petite fille de 13 ans, hein. Et moi, la seule solution à l'époque que je trouvais, c'est de rester immobile et de geler mes émotions. Car voilà, j'étais vraiment dans une espèce de gel émotionnel qui m'a permis de survivre finalement cette situation. Mais du coup, ça fait que mon deuil était extrêmement long. Ça m'a pris plus de 10 ans pour pouvoir débloquer ces émotions et à revenir à un état un peu correct finalement, parce que ces blocages étaient vraiment importants. À l'époque, pendant ces 10 ans, quand je travaillais mon deuil de jeune fille, j'ai essayé plusieurs outils pour sortir de cette zone de perte. Donc, j'ai essayé, comme sûrement certains d'entre vous, l'hypnose, la thérapie brève, la psychanalyse, 6 ans de psychanalyse quand même, la sophrologie.
J'ai essayé aussi le EMDR, où on travaille effectivement sur côté droit pour désensibiliser les souvenirs. Donc voilà, tous ces outils, je les connais très bien, hein, je l'ai essayé sur moi. J'étais mieux, c'est vrai, j'étais mieux, mais il y avait toujours un petit fond finalement qui tiraillait, qui était là. C'était pas tout à fait encore cet état que je voulais retrouver finalement d'équilibre, hein. Et quand j'ai vécu d'autres pertes, je me suis aperçue que les étapes dans le temps ressemblaient beaucoup aux étapes que moi j'ai connues au moment du deuil, hein. Et à l'époque, je décidais de réfléchir sur ces sujets un petit peu profondément. Et moi, je licence de psychologie. Et en licence, je passais toute une année à travailler, faire des recherches et écrire sur ce thème. Et il se trouve que finalement, tout ce travail en psycho m'a permis de valider et de confirmer tous mes ressentis. Je travaillais aussi pendant une année avec des femmes en situation de deuil. Cette année m'a permis de tester des outils, des méthodes les plus efficaces dans le domaine du coup de ce travail autour de la perte. Et j'animais également depuis peu donc un café day en petit groupe et ça continue encore, mais c'est plus récent. Donc tout ça m'a conduit à me former. Et moi-même, du coup, à un moment, plus récemment, je rencontrais un processus transformatif qui était extrêmement puissant, qui a duré 18 mois et qui était basé sur un travail sur tout ce qui concerne les croyances et les subconscients. Et dernière recherche en neurosciences. Et ce processus que moi j'ai vécu aussi m'a permis finalement de retrouver ma vie que je voulais retrouver et cet équilibre qui m'est manqué malgré ces outils que j'ai connus d'avant. Et aujourd'hui, donc, toutes ces méthodes et tous ces outils, moi, je les regroupais et condensais dans un programme de 3 mois qui vraiment permet de vivre un réel changement dans la situation des pertes et une vraie transformation pour finalement retrouver notre vie, notre joie, notre sérénité, notre confiance en soi. Donc, je l'ai testé parce que je connais extrêmement bien tous ces outils-là. Et d'autres personnes que j'ai déjà accompagnées, ils ont bien testé ces outils que j'ajustais au fur et à mesure du temps depuis que je travaille sur ces sujets-là. Et là, on va entrer, donc j'ai préparé aujourd'hui une petite présentation, 2 exercices à faire pour que vous voyez aussi que voilà, le changement, il est possible, qu'il y a peut-être voilà, des choses qu'on pourrait travailler petit à petit pour s'ouvrir vers un petit peu autre chose. C'est un petit peu ça l'objectif, de commencer à bouger. Et c'est là la proposition de ces webinaires. Donc, je voulais commencer par cette notion du changement. Les personnes que je rencontre habituellement, elles aiment toutes l'idée du changement. On aime tous l'idée du changement, hein. On veut changer de travail, on veut changer je sais pas, d'appartement. On aime bien tous cette idée de changement, mais finalement, on aime bien l'idée, mais on n'aime pas trop changer. Ce que moi, j'observe, même moi, finalement, j'aime bien cette idée, ah oui, c'est bien de changer, mais si le changement doit arriver, on est un peu plus réticent. Et parce que ça nous demande un effort de notre part, voilà, le changement égale effort. Donc finalement, les êtres humains en général n'aiment pas les changements, et même les changements positifs, on n'aime pas finalement trop parce qu'il y a toujours ces facteurs inconnus qui nous fait peur. Même si c'est bien, même si c'est pour notre bien, on est toujours quand même un peu, ah oui, mais c'est bien, mais. Donc c'est vrai, cette idée de changement, on rencontre tous, voilà, on veut bien, mais comme il faut passer à l'acte, c'est un petit peu plus difficile. Donc, finalement, comprendre en quelques mots ce qui m'arrive aujourd'hui, où je suis dans ma situation de perte ou de blocage, c'est déjà un premier pas
pour enclencher un processus de transformation. Quelqu'un a dit que le savoir, c'est le pouvoir. Et c'est vrai, si on sait quelque chose, c'est déjà qu'on peut commencer à réfléchir, à se projeter dans quelque chose. Donc, du coup, cette première partie, on va vraiment travailler où je suis aujourd'hui. Deuxième remarque au niveau du changement, c'est que les changements importants, si vous regardez bien, sont souvent en lien avec des situations de crise importantes, comme des situations de perte, parce que ça nous oblige à nous repositionner. Voilà, même si c'est par moments complexe et difficile, ça nous oblige à trouver d'autres solutions, à faire différemment, à trouver d'autres ressources. Oh, par exemple, chercher tout simplement l'aide d'un tiers. Mais voilà, mais c'est dans les situations de crise qu'à un moment on est obligé de faire un pas, soit à droite, soit à gauche, mais qu'on bouge. Donc, il existe donc différents modèles en lien avec le changement. Mais il y a un qui est vraiment très connu, des plus connus, c'est un modèle, donc on va parler ici, c'est un modèle d'Elisabeth Kubler-Ross, où on va partir de postulat que la perte, c'est une transition entre un passé, état passé révolu, et un état actuel. Donc la perte et le deuil donc, sont considérés comme des processus de changement, où on a une succession des étapes avec une certaine dynamique. C'est pas un état statique. La perte, le deuil, c'est pas des états statiques. On est vraiment dans certaines dynamiques. Et c'est là qu'on va essayer à nous situer aujourd'hui, où vous en êtes dans cette dynamique-là. Et donc, j'ai préparé un petit diapo que je vais essayer de partager avec vous. Par contre, je vois qu'il y a quelqu'un qui... Non, dans le chat. Qu'est-ce qu'il y a dans le chat avant qu'on aille plus loin? Ah, là, c'est les personnes qui nous disaient où il habite. Donc, Pascal Descamps et Sylvie qui habite à Antibes et qui fait très bon. Je disais ça déjà au début, d'accord? Vous pouvez ajouter où vous habitez si vous voulez. Moi, je disais que voilà, à Bordeaux, il fait pas très beau aujourd'hui, mais sinon, tout va bien. Donc, je vais partager avec vous ma présentation pour aujourd'hui. D'accord. Et je vais peut-être demander toujours à Sylvie que je vois très bien. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui, mais il faut que je mette les lunettes. Ah, ça c'est une autre question. Mais sinon, je vois très bien. Parfait. Donc, on vous entend très bien, Sylvie, hein? Mhm. Euh, D'accord. moi, je suis sur deux supports pour que je puisse regarder le chat en même temps. Donc là, je suis là, d'accord. Alors, on va regarder le premier diapo. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de diapos, hein, mais il y a quand même, c'est plus imagé si on voit de quoi on parle. Alors, Hugues, il nous dit qu'il est content de nous retrouver, mais nous aussi, Hugues, et que vous habitez. Donc, moi, je tutoie Hugues parce que je sais qui c'est, donc que tu habites dans les Alpes de Haute-Provence. Et alors, quel temps il fait là-bas? Est-ce qu'il va nous écrire ça? Ciel bleu, 24 degrés. Ah, donc c'est plus beau que chez moi. Très bien. Alors, donc, on va maintenant parler de type de deuil et des pertes. Donc, on va prendre, donc, on va considérer le deuil qui va correspondre à un processus d'échangement qui concerne tout événement qui va bouleverser notre environnement et ces schémas-là, on peut appliquer à différents domaines de nos vies. Donc là, à titre exemple, j'ai mis quelques domaines où on peut trouver ces schémas de perte et du deuil. Donc, on a par exemple, le domaine de tout ce qui concerne relationnel, c'est-à-dire ce qu'on a un petit peu dit, la perte d'un proche qui va modifier notre environnement,
Mais aussi, on peut parler de toutes les sortes de ruptures, par exemple dans le cas des divorces, des séparations complexes. Et je me pense aussi à une personne qui a perdu la garde d'enfant. Donc c'est une perte, qu'elle était vraiment très souffrante, qu'elle ne pouvait pas voir sa fille. Donc c'est vraiment déménagement, voilà, tout ce qui est en lien avec la relation humaine. Mais il y a aussi des pertes physiques, hein. Et donc, où on peut parler de perte d'autonomie, qui va changer notre rapport par rapport à nos capacités, perte de santé. Je travaille beaucoup avec les dames qui ont la fibromyalgie. C'est des douleurs dans tous les corps qui arrivent, donc du coup, c'est vraiment une perte de santé générale quelque part. Mais on peut penser aussi à tous les handicaps. Tous les, même l'avancement dans l'âge, c'est une perte de jeunesse. Voilà, donc il y a ce côté physique où des personnes sont pas très bien. Donc il y a ce côté, voilà, côté physique où on peut parler aussi de perte, où et on va vivre ces étapes de deuil finalement, qui sont plus ou moins importantes. On va voir ça plus loin. Il y a aussi des pertes matérielles. Bien sûr, c'est la perte en lien avec des objets qui peut modifier notre attachement. Je pense aussi à quelqu'un qui a perdu tout son argent, une dame. Elle s'est fait arnaquer et donc c'est une perte. Et ça a vraiment alterné, vraiment été beaucoup dans la perte de confiance à l'autre. Et c'était très complexe pour après faire des marches même simples hein, parce elle se sentait trahie. Donc elle avait peur que ça se reproduise. Hein. Et ensuite, même, on a des pertes plutôt avec un statut social. C'est souvent en lien avec la carrière. Hein. Donc être au chômage on a perdu un travail. Donc, on est dans la situation de perte si on n'arrive pas à trouver un emploi. Et tout ce qui concerne voilà, les échecs professionnels, le plan carrière, et la situation des burn-out, c'est la perte un peu d'image d'un emploi idéal. Hein. Donc, on est aussi dans cette question de perte. Hein, qu'on n'a pas, on est dans des situations de blocage, on ne comprend pas pourquoi. Donc, du coup, on est vraiment dans ces étapes-là. Je parle aussi, on n'a pas, c'est pas noté ici, mais par exemple, la perte du sens. J'ai perdu un sens de ma vie. J'ai perdu le sens de mon travail. Ça arrive quand même régulièrement. Donc, du coup, voilà. Donc, vous voyez que ces étapes du deuil, ils s'appliquent à toutes ces pertes. Et peut-être il y en a d'autres que je n'ai pas notées. Hein. Et donc, finalement, tout changement peut modifier notre rapport à l'environnement et tout changement important va impliquer le processus de deuil plus ou moins important selon finalement la valeur de la perte pour la personne. Donc c'est quand même assez subjectif. C'est en fonction de la valeur qu'on donne à un des champs qu'on a évoqué plus haut qui va, soit il y a des personnes que ça fait rien à une personne et à l'autre, ça va faire entrer dans ce processus de deuil et de perte. Et donc, les étapes du deuil et du changement. Donc là, Elisabeth Kubler-Ross a défini quatre grandes étapes qu'on rencontre suite à une perte. Et ces étapes, ils vont avoir de la durée, intensité variable selon les personnes. Donc là, vous avez un petit dessin donc, par rapport à ces étapes-là. Je regarde mon portable. Est-ce que j'ai un message? Ben, c'est toujours les messages, le dernier message. D'accord. Donc, pour les étapes du deuil et des changements, donc, la première étape, c'est le choc. Hein. Donc, on vit une perte significative dans son environnement, dans nos relations. Et bien sûr, voilà, c'est une perte, événement qui a une importance relative par rapport à une personne, à la personne.
Et donc, voilà, nous pouvons parler d'une situation de divorce, de séparation, perte des projets, perte d'essence, burn-out. Voilà, perdre quelque chose qui est vraiment essentiel et important pour nous. Il y a ce choc, souvent accompagné d'une forte d'impact émotionnel, hein, et on a des réactions face à ces chocs. Donc, première étape, c'est le déni. Le déni, c'est-à-dire qu'on va occulter la perte, on va refuser d'y croire. Hmm. On va refuser, voilà, à croire que ça s'est passé, que la réalité de cet événement, on va essayer tout ça, on va voir que c'est au niveau inconscient. Donc, c'est pas, voilà, on sait que c'est pas, ça passe à quelque chose, mais on essaye de le minimaliser. Non, ça s'est pas vraiment fait. Et on refuse d'y croire et on va rejeter inconsciemment cette information et on va faire un peu semblant par moment et on va continuer à agir comme si on faisait auparavant. C'est-à-dire la perte, elle est déjà là, mais nous, on continue comme si. Et donc, c'est cette première étape qu'on appelle le déni. On est bien sûr en déséquilibre de toute façon et en position d'inconfort. Et ensuite, on a deuxième étape, c'est la colère. Face à la réalité constatée et inévitable de ce choc, on va se révolter. On va entrer dans l'état de colère, soit contre soi, parce qu'on s'est dit on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, on n'a pas fait assez, soit on rentre en colère contre la personne qui a causé la perte. C'est sa faute, je ne peux pas l'excuser, et soit envers l'environnement. C'est la faute de l'environnement qui s'est passé ça. Donc, du coup, on est vraiment dans la perte des repères et on est vraiment dans la perte des sécurités. Et il y a des personnes qui restent dans cet état de colère longtemps. Moi, je rencontre des femmes souvent qui vont être en colère plus qu'un an, 2 ans, 3 ans, et même plusieurs années après l'événement. Donc, c'est-à-dire qu'ils seront dans cette étape un peu bloqués, dans cette colère qui les soutient quelque part. Mais elles sont bloquées dans cette étape-là. Troisième étape, c'est la tristesse. C'est là que on commence à comprendre que on ne peut pas revenir en arrière, en fait. C'est impossible. Et on va cesser de lutter face à cette perte. Et on va entrer dans cet état de tristesse. Et cet état de tristesse signifie que on a intégré consciemment la perte, qu'on a passé vraiment, on l'a compris. C'est cette tristesse c'est un signe que là, on est là. Que ça s'est bien produit, malheureusement, et on lutte plus, on n'est plus en colère. On a compris que c'est inévitable, que c'est là. Et donc, et cette tristesse fait que la personne va se tourner vers un retrait, vers isolement. Souvent, on est vraiment plus isolé. Mais cet isolement fait que les personnes vont commencer un petit peu à penser aux éventuelles options. Elles vont commencer à c'est un petit peu, voilà, parce que ce retrait permet ça, qu'on commence un peu à réfléchir sur éventuellement des options, sur des actions qu'on pourrait mener au pas. On va peut-être pas forcément le faire, mais on commence un peu à réfléchir parce que là, on a compris, c'est conscient, la perte est là. Et quatrième étape dont nous parle Elisabeth Kubler-Ross, que voilà, c'est l'acceptation. Donc, la personne accepte et intègre la perte et elle commence à s'organiser, réorganiser sa vie pour finalement intégrer la perte et retrouver une sorte de nouvel équilibre. Elle peut envisager des nouvelles relations, un nouveau projet
Voilà, donc cette acceptation, c'est là où on commence à bouger, à réorganiser petit à petit notre vie. Et effectivement, ça prend du temps, hein. Ça ne se fait pas des suites si on passe par toutes ces étapes. Et tout ce que je peux observer, c'est que certaines personnes vont buter sur une étape et ils seront bloqués, soit ils vont vivre une succession inachevée des cycles. C'est-à-dire qu'ils vont toujours revenir et recommencer, c'est pas tout à fait terminé. Et donc c'est aussi enfermant. Donc on peut être enfermé dans ce cycle inachevé. Et donc, comme je disais, voilà, l'étape des colères, c'est injuste, je ne peux pas l'excuser. Et voilà, et on va répéter ça tout le temps. Et du coup, on ne peut pas vraiment réorganiser notre pensée, notre vie en suivant. Et on est tout le temps dans ce passé finalement. Et soit on peut effectivement être dans la tristesse inconsolable. Et si ça dure un certain temps, c'est normal parce qu'il faut le temps. Mais il y a des personnes qui restent 5 6 ans. Toujours dans la tristesse, hein, inconsolable, toujours cette étape-là. Hein. Donc, effectivement, dans ces stades-là de blocage où vraiment c'est complexe, il faut pas hésiter, chercher de l'aide. Et ça peut avoir tout son sens, du coup, de voir même une aide psychologique à ces moments-là. Hein. Donc, toutes ces situations de perte, on parle vraiment des pertes avec un impact émotionnel fort. Et on va parler maintenant des émotions. Qu'est-ce qui se passe quand ça arrive et quand il y a cet impact qui est là. Et on va parler de ce modèle de subconscient et vous allez voir un lien avec cette situation de choc. Comme le choc s'est produit, qu'est-ce qui se passe au niveau des conscients et subconscients. Et là, on va passer à l'étape suivante. Bon, vous connaissez très bien ce dessin, il circule sur Internet. C'est un modèle de subconscient, mais en fait, ça vient de Sigmund Freud, où lui, il travaillait plutôt sur un modèle d'inconscient. Et c'est lui qui était précurseur de cette image d'iceberg du comportement. Et donc, qu'est-ce qui nous dit ces modèles? En haut de notre montagne, tout ce qui est visible, euh, on a tout ce qui est visible, c'est-à-dire tout ce qui est logique. Souvent, ce qui est visible, c'est en lien avec le savoir, l'éducation scolaire. C'est tout ce qui concerne les capacités des raisonnements, des perceptions, des décisions logiques. Et ensuite, on a tout ce qui est invisible, caché sur l'eau, et on appelle ça le subconscient. Hein. Et souvent, ce subconscient est en lien avec tout ce qui est émotionnel. Émotionnel, c'est-à-dire en lien avec nos peurs, nos programmes qui vont se créer à la force de répéter quelque chose de, par exemple, négatif, mais aussi tous les traumas, tous les ressentis, voilà, toutes les situations en lien avec des émotions fortes vont passer souvent directement dans ce monde invisible. Il nous arrive quelque chose. Ah oui, on s'est dit logiquement, ah mais non, je vais arriver, ça va, tout va bien. Mais en fin de compte, on sent bien au fond de nous que ça va pas forcément très bien. Donc c'est parce que c'est passé au niveau du subconscient. Et ce que vous voyez des chiffres sur les côtés, donc tout ce qui est donc inconscient, au final, il va influencer à 95% tout ce qu'on fait. Comment on se sent et qu'est-ce qu'on pense et comment on agit dans la réalité. Et donc, c'est souvent, voilà, tout ce qui est logique, on s'explique, mais tout ce qui va influencer ce qu'on pense et ce qu'on fait, c'est vraiment ce côté émotionnel, des croyances. Je pense, quand je regarde ce dessin, à une métaphore d'une maison, la métaphore d'une maison. Donc, imaginons qu'on est comme une maison. Donc, on a la cave, donc tout ce qui est subconscient, qu'on stocke des choses dans cette cave.
Et finalement, donc il y a beaucoup de pères dans cette cave et c'est eux qui vont influencer un peu ce qu'on fait, ce qu'on pense et comment on agit face à une situation de perte. Et comme par exemple la situation des pertes a un impact extrêmement fort émotionnellement, souvent il y a des choses qui vont s'enregistrer directement dans ce parti de subconscient en fait. Parce que vraiment tout ce qui est émotionnel, c'est dans cette partie-là. Et donc, en imaginant qu'on a une cave, la cave c'est notre subconscient et il y a quatre murs dans cette cave. Si on prend le premier mur, pour les interdictions, par exemple, on entend des choses, tu dois pas faire ça, tu dois avoir la honte, c'est pas bien, tu dois pas faire ça. Donc, toutes les interdictions qu'on a appris même en tant qu'enfant, qu'on a entendu, que nos parents nous ont répété, même après aussi en tant qu'adulte, ils vont s'enregistrer dans cet subconscient, hein. Et deuxième mur, il va être ce désordre. Par exemple, en anglais, on dit I should. Should, tu dois faire ça. Donc tous les ordres du type pour réussir ta vie, tu dois faire ça. Tu dois te comporter de telle et telle manière. Donc tous les tu dois ils vont s'enregistrer également à cette partie des subconscients, hein, tout ce que je dois faire, qu'on a entendu, et soit qu'on a entendu, soit qu'on s'est enregistré moi-même, hein. Et troisième mur de notre cave, c'est ce qu'on appelle le self-image, hein, self-image, ce que je pense de moi en tant que personne, ce que je me répète à moi-même sur moi. Tu es pas assez bien pour faire ça. Ah oui, il y a un truc qui va pas chez moi. C'est sûrement les autres vont réussir, mais pas moi, en fait. Ils sont tous mieux que moi, hein. Donc, en fin de compte, voilà, c'est tout ce que on se répète, en se comparant aussi aux autres. Et ça fait, à la force de répéter cette information, ça fait une croyance qu'on va croire après, à ce qu'on s'est répété pendant plusieurs fois, à la force d'écouter ça pendant longtemps. Donc, c'est un peu les croyances qui vont nous dire qu'on est incomplet, qu'il nous manque quelque chose, qu'il nous faut réparer sûrement parce qu'il y a un truc qui va pas chez nous, et qu'il nous manque quelque chose pour y arriver. Et donc, ce que je voulais quand même vous dire, que vous rassurer que tout va bien avec vous et moi, hein. Donc, on est vraiment complet, mais qu'on oublie, hein, qu'on peut oublier parce qu'on est pris dans cette spirale de self-image, hein. Et quatrième mur, c'est des jugements des autres. Si je fais ça, ils vont pas m'aimer. Sûrement, ah oui, c'est sûr, hein, c'est ce qu'ils vont penser de moi. Si je fais ça, il se passera ça. Et si j'appelle cette personne, ah, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Donc, tous ces jugements qui vont nous limiter, qui vont nous mettre, qui font qu'on est dans cette cave, en fait, qu'on s'en sort pas, hein. Et c'est enfui en nous, c'est inconscient. Par moment, on se rend pas même compte. On a envie de faire quelque chose. Et après, on s'est dit, ah, finalement, non, je fais pas, ça sert à rien. Donc, c'est vraiment ces modèles-là qu'il faut se dire qu'il y a comme, à 96%, c'est énorme, hein. Et donc, si ça nous influence dans nos vies. Donc, tous ces quatre murs, moi, j'appelle ça, malheureusement, notre prison mentale entre toutes les interdictions, tous les je dois, tous les comment je suis pas assez, il me manque ça, qu'est-ce qu'ils pensent des autres, mais je suis désolée, mais ça nous crée vraiment une prison mentale, hein. C'est vraiment au niveau mental où on s'emprisonne moi-même, c'est nous-mêmes. Mais moi, ce que je veux que vous aussi, vous passez au salon, hein. On veut tous passer au salon, hein, à ces parties un peu visibles. Et donc, si on veut passer au salon, ça veut dire qu'on veut changer notre situation. Et souvent, ce qui est vraiment ce qu'on voit pas, c'est que on est dans cette prison, la porte elle est ouverte, mais on la voit pas en fait, hein, qu'elle est ouverte, et que c'est finalement assez facile de sortir de cette prison. Mais si on ne sait pas, en fait, déjà si on ne sait pas qu'on est dans cette prison, mais on ne peut rien faire parce qu'on ne sait pas. Si on sait qu'on est dans cette prison,
mais on sait pas que c'est facile, qu'on a des outils, que c'est assez finalement simple pour le faire. Donc on reste bloqué, et voilà, et il se passe rien finalement. On n'est pas, on est souffrant, on est dans quelque chose de plutôt négatif. Euh, cette prison finalement, c'est aussi notre situation de perte. Parce que dans la situation des pertes, on va se répéter certaines choses, on va ressortir certaines choses, on va faire quelque chose, et ça fait qu'on a une espèce d'habitude qui nous enferme, et finalement, on ne sait pas comment faire pour commencer un peu à bouger, à aller vers autre chose, hein. Donc finalement, c'est voilà, c'est nos pensées, c'est toujours le même type de pensées, le même type d'émotions, et notre corps, et réaction du corps qui nous enferme en fait dans cette situation et on ne sait plus comment faire. On essaye, mais comme on est un peu dans l'échec, peut-être on ne sait pas et finalement on reste, on attend. Donc, pour commencer à ouvrir un petit peu cette porte et sortir un peu de cette situation, ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être faire un petit diagnostic. hein. Un diagnostic un peu mental, émotionnel et corporel. Donc, on va travailler ce diagnostic ensemble, mais là, je vais vous envoyer par chat, je vais vous envoyer un lien que vous pouvez mettre chez vous. C'est un outil qui vous permettra de faire vraiment un diagnostic qui est plus détaillé. Donc, je envoie normalement ce lien. Je ne sais pas si... Est-ce que quelqu'un... bon, là, Sylvie ou Hugues, je vous vois, vous. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous ouvrez le lien? Alors, je vais essayer. Il y a une erreur, a priori. Vous ouvrez pas? Attendez, je vais quand même me connecter. Parce que moi, ça ouvre, hein. Ah non, attendez, non, c'est vrai. Ouh, je vais réessayer. Copier le lien. Tuc, tuc. Je testais tous les liens avant qu'on commence. Non, moi, il y a une erreur. Et je les renvoie. Attendez. Est-ce que là, vous pouvez me dire? Non. Alors, on va faire Pareil, erreur. toujours RR. D'accord. Attendez, je vais sortir juste de ma présentation. Non, peut-être pas. Des présentations. Et je vais essayer d'aller sur le chat par l'ordinateur et je vais vous envoyer le fichier directement de mon ordinateur. Alors, et il est là. Donc là, je vous envoie directement et normalement, vous devez le recevoir. Questionnaire RD. C'est bon? Questionnaire, hein. J'ouvre. Oui, c'était juste pour voir un petit peu que ça fonctionne. C'est un questionnaire RDV en PDF. Voilà. Mhm. Donc, vous avez, donc, et ça fonctionne maintenant, le lien? Oui, le questionnaire est ouvert. Parfait. Donc ça, c'est vraiment pour vous, votre outil. Après, si vous voulez ensuite revenir vers moi je vous vois plus, euh, pour, attendez. Pour me faire votre retour, moi, je veux bien, hein. Et là, on va faire cet exercice ensemble. Hmm. Mhm. Et pourquoi je vois plus mon écran? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat? Non. Je regarde. Je vais arrêter le partage parce que je l'ai perdu. Je crois qu'il a pas apprécié que je sors.
Et je reviens ici. OK, je agrandis. Voilà. Donc, on va faire cet exercice ensemble. Après, effectivement, si vous avez une petite feuille, c'est toujours, ça peut être utile. Alors, on va faire ce diagnostic en plus simple et après ce document, vous pourrez vous enregistrer sur votre ordinateur et le faire ensuite. Mais on va le faire ensemble déjà là. On va commencer par ce diagnostic en trois niveaux. Oui, j'ai écrit en anglais. Par rapport à ma situation d'aujourd'hui. Alors, quelles sont mes pensées qui reviennent tout le temps, qui tournent dans ma tête toute la journée? Donc, c'est un peu les diagnostics. Qu'est-ce que je pense toute la journée? Qu'est-ce que je crois par rapport à ma situation? Et vous allez voir, si vous regardez votre journée, faites par exemple samedi et dimanche, moi j'ai souvent une petite fiche et je note des pensées récurrentes qui reviennent tout le temps dans ma tête. Je pense ça, oh là là, il faut. Donc vous allez voir en faisant cet exercice, vous allez voir qu'on pense toujours un peu la même chose en fait, hein. Et par exemple, donc ça c'est vraiment ce que je pense. Ah oui, j'attire toujours des mauvaises personnes. Ah non, non, mais non. Ah, je ne sais pas communiquer. Ah, je n'arriverai pas. C'est trop dur. Personne m'aime. Voilà, je fais plus confiance. C'est ma faute. Donc c'est vraiment, si on réfléchit, qu'est-ce qu'on pense, on s'aperçoit que c'est toujours un peu le même type de pensée. Donc vous pouvez noter un peu cette pensée-là. Quelles sont mes croyances? Et ça, c'est vraiment incroyable. Par exemple, moi, souvent des dames qui sont en situation de divorce. Ah non, non, mais être une femme divorcée, c'est un échec. C'est un échec. Après 60 ans, on est inutile. Il y a vraiment toutes sortes de croyances qu'on a soit entendues quand on était jeune, soit qu'on a à la force de répéter, on a assimilé adulte. En burn-out, souvent, voilà, les femmes après 50 ans, elles trouvent pas de travail à un certain pourcentage, c'est vrai, mais à la force de se répéter, on alimente cette pensée qui devient de plus en plus forte. Et du coup, ça nous enferme en fait, cette croyance, hein. Ensuite, quelles émotions je ressens au cours de ma journée? Quelles émotions? Moi, j'étais quelqu'un de triste. Voilà. C'était une tristesse, on ne sait pas pourquoi, d'où elle venait, mais j'étais quelqu'un de triste. En apparence, je pensais d'être quelqu'un qui est de bonne humeur, mais au fond de moi, j'avais un profil, quelqu'un de triste, d'une tristesse, je ne savais pas d'où elle venait, cette tristesse. Donc peut-être vous avez aussi un profil hein, émotionnel quelque part. Donc finalement, voilà, qu'est-ce que je ressens émotionnellement? La plupart du temps. Je suis triste, je suis personne même, voilà. Je suis bloquée. Je ressens ah oui, injustice, voilà, c'est injuste. Ça fait aussi une sorte d'émotion hein, qui est en lien avec une émotion. Euh, voilà, donc du coup, on essaie de réfléchir, voilà, qu'est-ce que je ressens comme émotion dans la journée. Et ensuite, on va réfléchir sur notre corps. Comment mon corps aujourd'hui, comment il est? Est-ce qu'il est bien? Quels sont les signaux qui nous envoie ce corps? Est-ce qu'il nous dit quelque chose? Il y a des personnes qui disent, ah mais j'ai des palpitations cardiaques. Ils voient tous les médecins du monde, tous les cardiologues, et le cœur va bien. Voilà, tous ces signaux-là. Des personnes qui vont faire des courses, qui sont limite malaise, mais ils savent pas pourquoi. Voilà, donc tous ces angoisses. Je Mhm. me réveille la nuit, je dors plus.
Parce qu'en plus, les pensées nous attaquent. Déjà, je suis fatiguée au niveau corps et en plus, j'ai des choses qui tournent dans la tête. Donc voilà, quel est ce diagnostic à tous ces trois niveaux? Parce qu'on a, voilà, on a parlé que pour être en équilibre, il faut cet équilibre en tout ce que je pense, ce que je ressens et comment il est mon corps, hein. Donc, qu'est-ce qui nous dit notre corps? Mais bon, c'est un diagnostic pour vous, donc soyez franche un petit peu avec vous. Voilà, quelle est cette vérité, hein? Est-ce que je me sens vraiment bien, en confiance à tous les niveaux? Ou est-ce que vraiment il y a quand même des choses où le corps nous dit, nous on fait semblant que tout va bien, parce que ça arrive aussi souvent. Donc après ce diagnostic, donc si vous avez noté deux, trois idées, euh, on va essayer maintenant de sortir une information, une phrase qui va concerner soit vos pensées, soit vos émotions, je vous propose. Et on va essayer de créer une information soutenante et finalement une information qui va être le contraire de ce qu'on se répète dans la journée. Et on va faire ça pour l'instant d'une manière artificielle. On va faire ça artificiellement et on va faire ça au présent. Et ce que je vous demande aujourd'hui, c'est que sûrement votre logique va vous dire, ah moi c'est nul, ça marche pas. Donc moi je vous demande, essayez cette méthode, au moins essayez, parce que moi quand j'ai entendu ce type de méthode, je dis non, ça va pas marcher, c'est sûr, ça marche sous les autres, c'est nul, c'est pas intéressant. Mais ce que je vous demande, c'est me faire le minimum confiance et essayer cette méthode-là et me faire un retour dans certains temps pour me dire est-ce que ça marchait ou pas sur vous. Donc, on va travailler d'une manière artificielle et notre cerveau va nous dire, ah mais non, non, je vais pas, ça prend trop de temps, finalement, c'est trop simple pour que ça marche. Voilà, souvent, c'est trop simple pour que ça marche. Alors, donc, je vous propose de sortir une phrase qui vous embête le plus dans tout ce qui je pense, je ressens, et on va écrire cette phrase d'une manière positive, manière soutenante. C'est-à-dire, par exemple, je pense dernièrement, quelqu'un me dit, voilà, je ne sais pas communiquer avec les autres. Et donc, en fait, la phrase soutenante, ça sera, je sais communiquer facilement avec mes collègues de travail. C'était son cas. Elle voulait communiquer mieux, plus facilement avec ses collègues de travail. Donc finalement, la phrase soutenante qu'elle a créée, c'était la phrase je sais communiquer facilement avec mes collègues. On peut dire j'attire des bonnes personnes. Si on prend la phrase négative, j'attire que des mauvaises personnes. Euh, Tous les jours, j'attire des bonnes personnes. Je dors bien toute la nuit. Quelqu'un me parlait, voilà, quand je parle avec mon mari, c'est toujours, je suis pas confiante, il sait toujours tout. Donc la phrase soutenante, ça peut être, dans la situation de discussion avec mon mari, je me montre confiante et sûre de moi. Donc on crée cette phrase artificiellement et au présent. Je suis, je sais, je suis, j'attire, je suis confiante. Donc on est vraiment dans je suis maintenant, hein. Et maintenant, vous avez bien remarqué que tout ce qui est dans le subconscient, il s'est trouvé dedans, soit à cause d'un impact émotionnel fort, qui fait que ça rentre de suite dans cette partie subconscient, soit à la force de répéter. Si on entend quelque chose, on a entendu quelque chose en tant qu'enfant, ça va s'enregistrer dans le subconscient. Donc c'est la répétition qui inscrit toutes ces choses un peu négatives et pas soutenantes dans le subconscient. Donc, on va faire exactement la même chose en fin de compte. On va l'enregistrer, cette nouvelle information soutenante aujourd'hui, et je vais vous montrer comment. En plus, j'ai un master en neurosciences, donc dernières études en neurosciences nous disent que notre cerveau, il est fabuleux. On n'utilise que 5% de nos capacités au niveau cerveau. Donc, il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore sur notre cerveau. Et une des choses, c'est effectivement qu'on peut enregistrer à la force de répéter quelque chose de positif et qui va agir ensuite sur ce qu'on fait, en fait, dans la vie réelle. Bien évidemment, si on travaille ensemble, nous allons vraiment cibler exactement et avec la précision
des informations, des croyances qu'il faut changer dans vos situations de perte pour que ça aille vraiment mieux. Mais déjà, cet exercice-là, ça peut être un premier pas dans ce changement-là. Est-ce que si vous souhaitez partager ça avec moi, vous pouvez noter dans le chat quelle est votre nouvelle information que vous voulez enregistrer? Est-ce que, oh, peut-être vous avez une information négative par rapport à vos pensées et vos ressentis et vous ne savez pas comment faire, donc je peux regarder aussi, voilà, si vous souhaitez et vous voulez partager ça avec moi et avec le petit groupe, hein. Donc, je regarderai vos phrases soutenantes et on va maintenant, je vais vous poser comment ça marche. Alors, je regarde ce qu'il a noté Hugues. J'abandonne toutes les frustrations du passé sur l'autre rive et j'avance. Alors, Hugues, c'est pas mal. Mais il faut quand même qu'on se dise que notre subconscient, c'est comme un enfant de 4 ans. Donc, en fin de compte, si tu veux enregistrer quelque chose de nouveau dans ton subconscient, imagine que c'est un enfant de 4 ans qui est à côté de toi. Et imagine que la phrase que tu vas présenter à cet enfant, il comprendra de suite qu'est-ce que tu veux dire. Donc, si tu dis à un enfant de 4 ans, j'abandonne toutes les frustrations du passé sur l'autre rive et j'avance. Je ne suis pas sûre, et je pense que tu seras d'accord avec moi, qu'il ne va pas tout à fait comprendre qu'est-ce que tu veux exactement, qu'est-ce que tu veux changer en fait. Peut-être il comprendra que tu veux abandonner les frustrations du passé, mais l'autre rive, c'est un peu trop généraliste, il me semble. Et que tu vas avancer, ça, je pense qu'il comprendra. Donc, vraiment, il faut que ça soit une phrase plutôt simple, hein. Euh, voilà, il faut pas chercher, ça fonctionne comme ça, le cerveau. Il faut que ça soit clair et simple. Et le mieux, c'est vraiment s'imaginer un enfant de 4 ans qui est à côté, comme si c'était ton subconscient. Et si tu lui dis la phrase, est-ce qu'il comprend? Par exemple, je veux être plus sûr de moi. Voilà, la phrase, je veux être plus sûr de moi. Mais l'enfant va me dire, mais ça veut dire quoi? Être sûr, qu'est-ce que pour toi, ça veut dire être plus sûr de toi? Donc là, il faut dire, mais la personne, pour moi, plus sûre de soi, c'est la personne qui prend la parole en public. Donc il faudra préciser. Si tu dis à un enfant de 4 ans, je vais être une femme de succès, pour chacun de nous, la notion de succès est différente. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais là, moi, je veux, par exemple, réussir dans ma vie professionnelle et trouver un nouveau emploi. Donc, c'est vraiment ça, le succès pour moi aujourd'hui. Donc, il faut vraiment, voilà, faire clair, simple et qu'on n'a pas des possibilités d'aller ailleurs, en fait, hein, et d'activer d'autres choses, hein. Donc, je pense que l'idée, elle est super. Mais tu pourrais peut-être un petit peu expliquer qu'est-ce que ça veut dire sur l'autre rive, hein, à ton subconscient pour qu'il enregistre bien ce que tu veux faire comme message. Mais c'est pas mal, c'est merci en tout cas pour ce partage. Ok, alors. Et ensuite, voilà, comment on va faire maintenant qu'on a notre phrase. Donc, ça peut paraître trop simple. Et on se dit non, non, ça va pas marcher sûrement sur moi, c'est bizarre ce truc. Mais je vous dis vraiment, essayez et vous allez voir le résultat. Euh, Même si vous croyez pas, faites-le et vous allez voir vraiment, vous allez être surpris par la puissance de notre cerveau et la puissance de répétition. Donc, si on veut enregistrer cette nouvelle information soutenant dans le subconscient, on va répéter cette nouvelle phrase, cette nouvelle information pendant minimum 30 jours. 30 jours, on va répéter la même chose tous les jours.
C'est vraiment par rapport aux dernières recherches de neurosciences. Elle montre que, par exemple, si vous voulez changer une habitude, arrêter de boire du café, je ne vais pas manger de sucre, il faut au moins entre 27 et 30 jours pour que ça devienne quelque chose de naturel. Et pendant ces 27 à 30 jours, le corps, il va dire, ah non, je veux pas, c'est trop difficile. Mais si vous tenez et vous le faites pendant ces 3 jours, après, ça devient quelque chose de normal, comme si c'était quelque chose de normal. Donc l'information elle est assimilée. Et elle pourra, du coup, vous aider aussi dans les démarches de la vie quotidienne, dans tout ce qu'on fait, en fait, hein. Donc, il faut minimum 30 jours de répétition de cette phrase. Ensuite, la méthode 3-6-9. C'est la méthode que c'est bien idéalement répéter 3 fois le matin, 6 fois à midi et 9 fois le soir. Idéalement, c'est peut-être c'est noter cette phrase dans votre salle de bain et quand vous brossez les dents, vous répétez quand vous êtes dans la salle des bains. Voilà, il faut, on conduit. Moi, je le fais en conduisant par moment. J'ai une petite phrase de la semaine, du mois. Et en fait, je le fais. Ça ne me prend pas beaucoup de temps, pas plus que ça. Et voilà, répétez cette phrase le plus souvent possible. Et vous dites, j'essaie ce qu'elle dit et je verrai. Voilà, croyez pas si vous n'êtes pas convaincu. Mais essayez et vous allez voir qu'est-ce qui se passe, hein. Et bien sûr, le soir, c'est bien avant qu'on se couche, qu'on est déjà un peu au lit, qu'on est déjà peut-être allongé, comme ça, il n'y a pas de distractions extérieures. Et vous vous dites, si vous pouvez 9 fois la phrase, vous vous endormez, c'est pas très grave. Mais voilà, c'est vraiment cette répétition qui va faire que ça va vraiment s'enregistrer au niveau cerveau. Bien évidemment, si dans la vraie vie, l'occasion se présente de faire quelque chose dans ce sens-là, il faut le faire pour renforcer cette information par une action concrète. C'est-à-dire la dame qui me dit, voilà, quand je parle avec mon mari, il a toujours raison, je peux rien dire. Elle a sa phrase. Dans la situation de discussion avec mon mari, je me montre confiante et sûre de moi. Elle répète cette phrase et la situation se présente. Mais il faut au moins qu'elle essaye un petit peu, qu'il faut vraiment qu'elle dise quelque chose avec confiance. C'est vraiment pour valider le travail qu'elle fait au niveau du subconscient. Donc si une situation se présente, donc toi, Hugues, si on prend, voilà, j'abandonne toutes les frustrations du passé, donc il faudra avoir, peut-être prendre une frustration, qu'est-ce qui te frustre du passé, et si la situation se présente, tu passes à l'action, tu essaies de le faire. Et comme ça te valide. Ah oui, je suis en capacité en plus de le faire. Donc ça renforce encore plus cette nouvelle information qu'on veut enregistrer. Et ensuite, donc cette méthode, moi je vous dis qu'elle marche, essayez. Et bien sûr, on peut la renforcer avec un ancrage par cette méthode dont on a parlé tout au début, par la méthode donc EFT, Emotional Freedom Technique, au tapping. Et c'est pas la rencontre en lien avec cette méthode, mais je vous dirais que je vais vous montrer un seul point. Et ce point-là, déjà, permet de renforcer ce point, cette croyance, et aussi apaiser le corps, parce que la méthode EFT, Emotional Freedom Technique, au tapping en français, c'est une méthode psychocorporelle, c'est-à-dire qu'elle va agir sur le corps. Et je vois Florian qui est là et qui a fait un atelier en présentiel avec moi. Donc je ne sais pas s'il fait toujours la méthode. Et on ne va pas faire la méthode entière, mais juste un petit bout avec un seul point. Et avec déjà ce point-là, ça marche vraiment super bien. Et donc, un petit mot là, Emotional Freedom Technique, c'est un outil psychocorporel. C'est un protocole qui est basé sur 15 points. Donc, la vraie méthode, c'est 15 points qui sont un petit peu partout, ici, sur le nez. Voilà, il y a plein de points sur le corps qu'on tapote légèrement. Mais nous, on va parler de ce point gamma, au point de gamme, qui est un point qui se trouve ici, hein. C'est un point qui se trouve ici.
Et c'est un point, en fait, la méthode, elle vient de l'acupuncture chinoise. Et en fait, ces points vont correspondre à tout ce qui concerne la notion de survie, des sentiments de sécurité, insécurité. C'est aussi le meilleur point pour influencer aspect mental. Donc, on a ce point ici, donc le petit doigt, et le point, il est un petit peu dans le creux. Et on va le tapoter légèrement de haut en bas. En fait, on veut l'activer. On veut que ce point vibre un petit peu. Et on va faire de l'autre côté. C'est-à-dire que vous allez voir qu'il faut faire droite et gauche. Pour les personnes qui ont fait EMDR, en fait, dans MDR, on travaille droite-gauche, hémisphère droite et gauche, qui fait baisser la tension au niveau du corps. Et là, on va tapoter à droite et à gauche, comme ça, pendant 3 4 minutes. Et ça fait apaiser le corps. Donc là, je vais revenir vers notre phrase, mais avant d'aller sur cette phrase, donc ces points-là, il va agir sur les émotions comme tout ce qui est en lien avec la dépression, désespoir, tristesse, chagrin, découragement, mais aussi douleur physique. Et au contraire, il va favoriser donc la joie, le sentiment de sécurité, apaisement, équilibre. Donc voilà, c'est vraiment un point magique. Vous n'êtes pas obligé de connaître tous les 15 points. Avec ce 5 points, vraiment, on peut faire pas mal de choses. Si vous vous réveillez la nuit, allez, vous faites votre point, vous allez vous endormir, hein, vous ne savez même pas quand. J'ai des personnes qui n'aiment pas conduire, qui ont peur le pont, voilà, ils ont un peu phobie du pont. Et en fait, elles me disent que voilà, même en conduisant, elles se font ces points-là, oh, ici il y a un autre point. Et finalement, cette pression corporelle va descendre. Donc vraiment, dans les cas d'angoisse, voilà, cette boule qui monte, de stress, ce point magique, magique, magique. Même avant la réunion, vous pouvez le faire sur votre bureau et vous allez en réunion, vous l'animez votre réunion, vous êtes très bien parce que le stress va vraiment partir. Donc toujours droite-gauche. Et là, on va introduire cette phrase soutenante, c'est-à-dire que je prends l'exemple de la dame qui veut communiquer avec son mari. Elle peut, dans son coin, renforcer cette phrase en disant je communique facilement avec mon mari, je communique facilement avec mon mari, je communique facilement avec mon mari. Vous faites ça et à un moment, vous allez voir que votre corps, quand même, il répond. Il est vraiment. Le stress part, on le sent. En fait, il y a un moment quand on fait du tapping que le corps répond et on se sent mieux. Et pour la nuit, effectivement, vous pouvez dire je suis en sécurité, par exemple, hein. Souvent, ça marche. Je suis en sécurité, je suis en sécurité. Et en fait, on s'endort. Même, je ne sais même pas à quel moment je m'endors, si j'arrive pas à m'endormir, en me disant je suis en sécurité, je suis en sécurité. Donc après, vous pouvez avoir vos phrases à vous. Mais vraiment, vraiment moi, ma fille qui est au lycée, et par moment, elle est un peu stressée parce qu'il y a des devoirs, des choses surveillées, des devoirs surveillés. Elle utilise ce point aussi, donc parce que vraiment, c'est un point un peu magique qui fonctionne dans toutes ces situations de stress, hein. Voilà, donc euh, c'est notre point gamma, c'est du tapping, on a notre phrase, on a notre point, donc maintenant, il faut juste essayer en fait, hein. Euh, euh, Et voilà, et on va passer maintenant à l'étape suivante. Mais déjà, avec ces deux choses, on peut vraiment aller mieux, en fait, hein. Mais la condition, c'est de le faire régulièrement, en fait, de tapping régulièrement. Et vraiment pour tout. Je me sens bien en sécurité. Je me sens bien en sécurité. Je me sens bien en sécurité. Et le corps lâche le stress, le corps lâche l'angoisse, hein. Je suis voilà en forme. Pour les personnes malades, elles ont des phrases vraiment soutenantes et ça fonctionne très très bien. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous présentais, ces deux méthodes. C'est pour les personnes qui sont dans cette situation où elles commencent à faire des choses. Parce que lire la phrase pendant 30 jours, ou faire du tapping, c'est qu'on fait déjà des choses, hein.
Mais il peut y avoir des personnes qui sont pas là, ils sont pas encore dans cette étape de faire, hein, parce qu'ils sont tellement pas bien, la situation de perte elle est complexe, qu'elles ont envie de faire, mais finalement ne le font pas. Et même faire du tapping, ou dire cette phrase soutenante pendant 30 jours, c'est déjà complexe. Voilà. Donc, ce que je voulais quand même vous proposer pour les personnes qui sont vraiment dans cette situation où on n'arrive pas à faire, on a envie, mais on ne le fait pas, c'est au moins répondre honnêtement à cette phrase. Donc, je vais vous dire, je vais vous projeter la phrase. Et ce que je vous demande, c'est de répondre spontanément, sans réfléchir, et honnêtement, si vous êtes face à vous, hein, à cette question. Donc là, la question, elle est là. Et elle est, qu'est-ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui et maintenant? Et si vous le faites, vous avez votre réponse. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui et maintenant? Moi, j'ai répondu à cette phrase. Ça fait plusieurs années. Et je suis là aujourd'hui devant vous, suite à cette réponse que je donnais plusieurs années. C'est-à-dire que je me suis posé cette question, ça fait une dizaine d'années, et cette réponse m'amène aujourd'hui à animer ce temps avec vous. Hmm. Donc voilà, donc notez, réfléchissez, mais vraiment, il faut pas trop réfléchir. C'est cette première réponse, c'est la bonne en fait, hein. Et on va arriver donc à la fin de ce webinaire. Et qu'est-ce qui se passe finalement maintenant? Ben, il y a trois possibilités qui se présentent à nous tous, hein. Donc, il y avait un webinaire, on a passé un temps avec ensemble, il y a des exercices, c'est bien. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes là, ça veut dire que il y a quand même quelque chose qui vous bloque, qu'il y a une petite situation peut-être de perte. Donc, on peut traverser cette période toute seule. On peut traverser cette période de perte toute seule. Ça va prendre du temps, mais c'est OK. C'est ce qu'on peut faire en fait. Pourquoi pas? Moi, je le fais aussi, hein. Donc, c'est une option qui se présente à nous aujourd'hui. On peut chercher de l'aide. Donc, on peut utiliser déjà une méthode, un processus testé et efficace qui existe déjà, où on est guidé semaine par semaine pendant 3 mois pour retrouver notre vie, notre joie, notre sérénité, avec la personne qui a déjà passé par ces étapes-là, qui a vécu la même situation et qui est là disponible pour vous accompagner dans ce cheminement. C'est un processus complet où on va travailler sur le mental, les émotions fortes, mais aussi sur tout ce qui concerne transformation et apaisement corporel. Et dernier module d'accompagnement va commencer va concerner l'avenir, avec tout ce que j'ai transformé en temps émotionnel, mental et corporel. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Parce que le processus fonctionne et à un moment, qu'est-ce que je vais faire? Quelle est ma décision? Où j'y vais? Donc, on se tourne vers l'avenir et on va réfléchir ensemble sur votre nouveau objectif de vie ou objectif professionnel. Aujourd'hui, mon programme, il a accompagné à peu près une trentaine de personnes. Il a une garantie des résultats, sinon il sera complètement remboursé. Donc pourquoi pas? Donc voilà, c'est une deuxième possibilité. À cette occasion, je vais partager avec vous le lien Calendly si vous voulez voir si on peut travailler ensemble parce que mon programme, il n'est pas pour toutes les situations, hein. Donc, il faut qu'on voit ensemble qu'il est adapté parce que l'objectif, c'est que ça vous aide. Et donc, je le connais, donc je sais dans quelle situation il fonctionne bien.
Donc, pour ça, il faut que je connaisse votre situation. Donc, il n'aide pas tous les gens. Et donc, pour ça, je vais vous partager le lien Calendly. C'est un lien, si vous voulez aller plus loin, pour qu'on voit ensemble si c'est possible, en fait, parce que c'est pas toujours possible, en fait, hein, mais c'est à vérifier ensemble. Donc, ce rendez-vous, c'est vraiment pour connaître votre situation et voir si ce processus peut vous donner des résultats. Parce que ce qui compte, c'est vraiment pour moi que vous avez un résultat que vous voulez, en fait. Donc, c'est un titre de proposition. Et troisième possibilité, ben, il y a cette possibilité là aussi qu'on fait rien. C'est-à-dire qu'on fait rien et on attend que quelque chose bouge toute seule. Donc là, effectivement, la question qu'on doit se poser, c'est quel est le prix de cette inaction si on fait rien, en fait, hein? Où on sera dans 6 mois et non 2 ans si on fait rien. Mais peut-être c'est notre choix et c'est OK aussi. Donc finalement, ces trois options sont tout à fait possibles parce que c'est nous, on décide ce qu'on veut faire de notre vie. Donc c'est chacun son choix. Voilà, donc là, je vous transmets le lien, je transmets le lien pour les rendez-vous et voilà, pour qu'on discute ensemble. Et si vous avez des questions, maintenant, je répondrai avec un grand plaisir. Je vais éteindre l'enregistrement. Donc, j'espère que vous avez eu quand même quelques éléments intéressants, utiles dans votre situation pour commencer à se mettre un petit peu en mouvement parce que là, l'idée, c'est qu'on commence à un petit peu bouger en fait dans toutes ces histoires de changements et de transformations. Donc, je vais arrêter le partage. Je vais arrêter l'enregistrement.